mais j'avais déjà lu sur Internet et aussi d'autres documents, notamment sur le flyer que vous avez reçu, un peu de sa biographie. Vous avez tous lu certainement sur le flyer que est d'origine gabonaise, que vient de le rappeler. Je soulignerai deux ou trois choses que vous avez certainement lues sur le flyer. La première chose, c'est qu'elle est attentiste dans le doctorat de lettres moderne et dans master en gestion de ressources humaines. Et en causant avec elle tout à l'heure, elle m'a avoué qu'elle a aussi sa société. C'est aussi une chef d'entreprise. Ce n'est pas dit sur le flyer, mais c'est aussi une chef d'entreprise qui a fondé son entreprise qu'elle dirige à Paris. Une entreprise spécialisée dans la formation continue et dans l'évaluation et la gestion des compétences. Donc je la félicite déjà pour ça aussi. Alors, autre chose que peut-être au départ on le dit, c'est que le roman que nous allons parler aujourd'hui, Naître, ce n'est pas le premier. Elle a déjà écrit un autre roman, celui-ci notamment, Percée et Chimère, qui a été publié en 2011. Je n'ai pas eu l'occasion de le lire, donc je ne dirai pas ce que ça vaut, mais enfin, disons, je peux lui faire confiance, ça doit être très intéressant. Alors, en cherchant sur Internet, je me disais, mais je me suis dit, mais il faut que je vois ce qu'on dit d'elle, puisque moi je ne la connais pas. Il y a bien sûr son site Internet qui la présente, mais il y a eu aussi d'autres personnes qui ont parlé d'elle, et notamment un certain Alain Mbakou, pour ceux qui connaissent la littérature africaine, certainement dont ils ont entendu parler. Alain Mbakou, on le présente, je dois dire, voilà. Alors voilà ce que lui, il écrit à propos d'elle, et notamment à propos de son roman Naître. Je cite, « J'ai été subjugué par la maîtrise du récit, et surtout par cette écriture d'une élégance à la fois détachée et ciselée. Depuis les si longues lettres de Maria Maba, je n'avais plus rencontré ce regard pointilleux sur les travers des sociétés africaines, et à ce titre, Charlie Mefa pourrait être considérée comme la petite fille de cette immense romancière sénégalaise qui a marqué les lettres du continent. » Et plus loin, il ajoute, je cite encore une fois, tout au long du roman, le lecteur ressent le souffle de la liberté, le refrain d'une indépendance que le personnage s'accapare par tous les moyens, en particulier par le biais de la rêve. Luchinda, qui a connu une enfance plus marginalisée, espère une rédemption dans l'amour et tombe dans les bras d'Amos, un homme marié, un peu comme sa propre mère. Et c'est au début d'un calvaire qui ira du rejet d'une grossesse à diverses humiliations. Et plus loin encore, la rupture thématique opérée par Charlie Mefa est spectaculaire. Dans la littérature africaine, la mère est d'ordinaire sanctifiée, mais la romancière brise le tabou dans une narration où le tutoiement est une sorte de reddition des contes. Naître, c'est le titre donc du roman dont on va parler ce soir, est porté par un souffle intemporel et la puissance de l'écriture habitée par la grâce. J'avais dit, c'est toujours Alain Mbakou qui écrit, j'avais dit il y a plusieurs années que la littérature gabonaise n'existait pas, n'existait pas. Le Gabon a désormais une voix, une pointe qui comptera parmi les plus talentueuses de la littérature africaine contemporaine. De la part d'Alain Mbakou, je pense que c'est un éloge qui doit être souligné et qui ne manque pas de poids. Et moi, je lui ai dit tout à l'heure, en lisant ce livre, puisque quand même je m'arrive de lire certains auteurs ou certains romans, des romans africains, ça m'a fait penser à Fatou Diop, je lui ai dit d'ailleurs. Il y a dans son écriture, dans la façon de s'exprimer, on pourrait dire quelque chose de Fatou Diop, qui est aussi un auteur d'origine sénégalaise, comme on le sait. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que moi, quand je commence à parler des livres, évidemment, je peux faire des jours et des jours. Donc, comme c'est elle qu'on a fait aujourd'hui, je ne vais pas lui voler la vedette, comme on dit.
Je vais lui passer donc la parole pour qu'elle puisse présenter en quelques mots son livre et dire un mot peut-être sur la manière dont elle a rédigé le livre, les difficultés aussi d'être auteur, etc. Tout est aujourd'hui demandé, mais en tant que mère, femme, épouse, etc., est-ce que ça a été facile de rédiger des livres, parce que ce n'est pas le premier. Bon, elle va pouvoir peut-être répondre à toutes ces questions. Voilà. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que moi je suis obligée de me lever? Non. Je vais jouer du caprice de l'invité, donc je vais rester assise. Je vous remercie d'être là ce soir parce que je connais les contraintes professionnelles qu'on peut vivre en Occident et les difficultés parfois à joindre la vie professionnelle aux activités extra-professionnelles. Et donc pour toutes ces personnes qui sont là, je vous dis un grand merci. Et je dis aussi un grand merci aux organisateurs de cette plateforme qui finalement permet aux auteurs de venir à la rencontre de leurs lecteurs et d'échanger autour du livre. Alors le roman dont il est question en ce début de soirée, c'est Naître. Naître, c'est mon deuxième roman. J'imagine qu'à un moment donné, durant le programme, lorsque nous allons échanger, nous allons passer aux questions-réponses, qu'il y en a qui nous auront la question du titre, parce que la question du titre du texte m'est revenue à plusieurs reprises, vu que le titre était assez énigmatique, assez shakespearien. Donc je ne vais pas expliquer le titre, mais je vais plutôt parler de comment l'idée d'écrire ce roman m'est venue. Je suis d'origine gabonaise, je suis africaine, je viens d'Afrique centrale, et je viens d'une famille africaine classique, comme dans toutes les familles africaines, c'est-à-dire que les rôles sont répartis: un papa, une maman, des enfants, et un papa assez en retrait, un papa pas très présent, qui aime à sa manière, qui aime à distance, un papa qui intervient quand il faut dicter des lois, quand il faut punir, quand il faut donner la fessée, mais un papa qui est rarement là quand il faut dire « je t'aime ma chérie », quand il faut complimenter, quand il faut faire un bisou. Et j'avais envie d'interroger, justement, j'avais envie de parler de l'espace intime, l'espace familial, de parler de l'enfance, de parler de l'amour au sein de la famille, l'amour quand il est contrarié, et comment est-ce que les blessures intimes, les blessures de l'enfance vont participer de la construction ou de la déconstruction de l'être. Comment est-ce que lorsqu'on a connu l'amour, d'une certaine manière, c'est-à-dire un amour qui n'était pas assez expressif venant de la part de nos parents, comment cela va participer à notre vision du monde? Et c'est comme ça que l'idée de l'amour contrarié entre une mère et sa fille s'est imposée à moi. Alors Naître parle de quoi? Naître parle d'une fille qui arrive au monde suite à une relation adultérine. Il s'agit d'abord d'un couple, c'est-à-dire une maman, un papa, un couple qui se rencontrent, ils ont des enfants. Et quelque temps après, ils ont des conflits comme tous les couples en ont. Et suite à ce conflit, l'épouse va quitter le domicile familial. Et pendant qu'elle quitte le domicile familial, elle fait la connaissance d'un homme qui est de passage comme ça, et malheureusement, elle tombe enceinte de cet homme. Elle se retrouve enceinte d'un autre homme. Il se trouve que son mari, le mari de cette femme qui part du domicile familial, son mari est blanc, la femme est noire. Et lorsqu'elle va aller hors de son domicile conjugal, elle tombe amoureuse d'un homme qui lui aussi est noir. Donc, elle tombe enceinte d'un homme qui est noir. Donc, cet enfant qui arrive ne va pas être métisse comme les premiers enfants du couple. Et finalement, qu'est-ce qu'elle se dit?
Elle se dit, bon, étant donné que je sais quand même que mon mari doit venir me récupérer, parce que c'est ce qui arrive, il va falloir que j'avorte. Il va falloir que cet enfant-là ne naisse pas. Pour qu'il ne vienne pas ternir l'image qu'on essaie de donner de notre petite famille, il faut se débarrasser d'enfants. Sauf qu'elle ne parvient pas à se débarrasser d'enfants. L'enfant arrive quand même. Donc c'est un enfant qui arrive sans être voulu. Et comme elle n'est pas voulue, et comme elle n'est pas désirée, la maman va prendre l'enfant et la confier à sa sœur. Et l'enfant va vivre comme ça, un peu en retrait, hors de sa famille, parce que c'est l'enfant qui fait tâche. Et donc toute la problématique du roman est autour de ça, de cette reconstruction de cet enfant qui est arrivé sans le vouloir, qui est arrivé quand même, qui a vécu une exclusion familiale d'emblée et qui essaie de comprendre sa mère pour pouvoir pardonner à sa mère, qui essaie de se reconstruire. Et cette reconstruction va être très difficile parce que cette blessure de l'enfance va influencer sa relation avec les hommes. Parce qu'elle va se dire que, étant donné que j'ai vu la manière dont ma mère s'est laissée faire dans sa relation avec son mari, je ne me marierai jamais. C'est ce qu'elle décide. Elle dit, je ne me marierai pas. Et sa vocation, c'est d'être maîtresse. Elle dit, parce que maîtresse, on souffre moins. Elle oublie une chose, c'est que, oui, elle devient maîtresse d'un certain Amos. Je ne vais pas vous en dire plus long que ça. Elle devient maîtresse d'un certain Amos, mais elle finit par tomber amoureuse de cet Amos. Et l'exclusion qu'elle avait vécue au départ avec sa maman, elle va vivre la même exclusion dans sa vie conjugale. Et pour guérir de ces blessures qui s'amoncellent finalement dans sa vie, il faut qu'elle retourne voir sa mère. Il faut qu'elle comprenne sa mère. Il faut qu'elle pardonne à sa mère. Et c'est là que va arriver finalement le salut de l'héroïne. Donc c'est tout ce que je dirais concernant le roman. Déjà une autre question comme ça, justement la genèse du roman. Oui. À quelle période de l'histoire vous situez ce roman, ce récit? C'est contemporain ou c'est un peu l'Africain d'il y a très longtemps, mais l'Africain d'aujourd'hui? C'est l'Africain d'aujourd'hui, c'est contemporain. Je pense que oui. Je pense que même quand on lit les descriptions qui sont dans le texte, on retrouve facilement un univers contemporain. Alors, par rapport à cet univers contemporain, il y a une question que je voulais poser. D'après l'auteur que vous êtes, que serait, c'est dans la première phrase, que serait l'expression masculine de l'amour chez l'Africain si, parce que vous avez dit, l'homme africain, il est un peu discret, juste quand il apparaît, c'est pour, mais non pour complimenter, non pour... Que serait l'expression masculine de l'amour pour rejoindre peut-être la thérapie que tu veux donner dans ce jeu-là? Moi j'ai fait ce jeu-là, j'ai aimé quand j'ai lu. Quelle serait l'expression? L'homme africain serait quoi pour éviter? L'homme africain devrait être quoi ou serait quoi? Oui, devrait être quoi? Oui. Ah, ça c'est une question. Moi, je ne sais pas ce que devrait être l'homme africain. Je dirais même pas l'homme africain. Je pense que actuellement, quand on regarde la configuration du couple en Afrique, il y a pas mal d'évolutions, il y a pas mal de modifications qui sont liées au rapport que l'homme africain a déjà de l'Occident, le fait qu'il soit plus ou moins ouvert, qu'il soit plus ou moins occidentalisé.
et cultivée. Et donc, il n'y a pas de modèle type, à mon avis. Il n'y a pas de modèle type. Il y a qu'il faut penser, je pense qu'il faut penser, il faut avoir une vision qu'on aimerait de son couple, une vision qu'on aimerait de son socle familial, de sa famille. Ce ne serait pas quelque chose comme, comment dire, une notice qu'on écrirait pour dire que c'est cette vision qu'on imposerait à l'homme africain. Je ne pense pas qu'on puisse imposer une vision. Je pense que ça dépend de notre éducation, d'une part. Ça dépend de l'idée qu'on a de l'amour. Quand je dis l'éducation, c'est-à-dire que ce qu'on a vu faire nos parents, soit on le reproduit, soit on s'en distancie légèrement. J'ai connu des hommes qui sont de la génération de mon père, qui ont créé un modèle familial, mais très très occidentalisé. Et donc ça dépend de tout un chacun. Il n'y a pas de modèle. On ne va pas refaire la société, on ne va pas refaire les gens, on ne va pas fabriquer les mentalités. Ça dépend de l'éducation et ça dépend de la vision que chacun de nous finalement a du monde. C'est le fait, je pense, non? Oui, pardon, J'ai vu que dans Intervient à un moment donné la sœur de la maman. Oui. Vous avez dit comme ça, la sœur de la mère. Oui. Moi j'aurais attendu qu'on parle de l'oncle. Parce qu'il me semblait que dans la famille africaine, l'oncle avait une place parfois plus importante que celle du père. Mais vous l'avez dit, vous n'avez même pas dit la tante, vous avez dit la sœur de mon père. Oui. Donc, je ne sais pas. La question, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est le rôle. C'est le rôle. Oui. Oui, mais ça donc dans le récit ici, l'oncle n'intervient pas. Parce que c'est fini cette histoire de l'oncle, ça n'existe plus ça. Non, ce n'est pas fait, c'est vraiment le choix de la romancière. C'est-à-dire que je suis plus à l'aise, j'étais plus à l'aise à travailler avec les personnages féminins, à rentrer dans l'intériorité des personnages féminins. C'est pourquoi ce choix de la sœur de la maman, qui est aussi la tante, c'est pas la mort, c'est pas la castration de l'homme. C'est juste que j'ai été plus à l'aise avec l'intériorité de la psychologie féminine, en fait. Merci. Oui, Guillaume. Oui. Je reviens un peu sur les propos de Victor par rapport à la personnalité masculine dans le livre. Parce qu'on voit ici que cette place de l'homme dans le livre, quand on voit la place que Amos aimerait toujours avoir, la place de l'homme africain dans le foyer ou bien dans la sphère dans laquelle il arrive à se mouvoir, est-ce que cette place de l'homme peut, à un moment donné, si il perd sa place de chef, est-ce que cette place de chef peut détruire l'équilibre familial, de l'équilibre de la société dans laquelle on vit aujourd'hui? C'est quoi la place de chef, en fait? Je pense que c'est un leurre, en fait. On sait qui est le chef visible dans la configuration du couple, mais celui qui est le chef à l'intérieur aussi, on sait. Et je pense que souvent, le tort des femmes, c'est de ne pas souvent comprendre qu'on n'a pas besoin de rendre visible son rôle. C'est-à-dire être chef, tenir les rênes, gérer sa famille. On peut le faire à l'interne sans vouloir prendre la place de l'homme. C'est-à-dire que les rôles, on sait comment ils sont répartis, mais on n'a pas besoin de brader un féminisme de bon marché pour montrer que lui, en fait, c'est moi qui gagne mieux que mon mari. Actuellement, il y a des femmes qui ont des meilleurs salaires que leur mari, et tant mieux, ça n'enlève en rien que l'homme soit l'autorité. Je pense que
à un moment donné, il est bien qu'il y ait quand même une certaine hiérarchie pour l'équilibre. Et dans cette hiérarchie, chaque personne, chaque entité trouve son rôle. Et c'est ce qui donne l'équilibre de la famille, en fait. Mais maintenant, je sais, avec les mouvements dont on regarde les fémènes, ou bien avec les grandes pensées féministes très castratrices, certains hommes pensent que leur rôle soit menacé. Une femme ne serait jamais un homme. Au point de vue vraiment comment nous sommes formés, une femme ne serait jamais un homme. À chaque personne son rôle et on est très bien comme ça. On ne va pas refaire le monde. On va s'adapter aux mutations sociales sans modifier le monde. S'adapter mais sans le modifier, je pense que tout le monde s'en porterait mieux comme ça. En fait, oui. Moi, quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai très mal à l'église. Je l'avoue. Je ne retrouvais pas, je n'avais pas je ne comprenais pas le comportement de Lucinda vis-à-vis de sa mère. Et bon, après, j'ai vu comment elle se... C'est-à-dire Lucinda, quelque part, il n'y avait plus d'amour, puisqu'elle n'a pas connu l'amour maternel. Et c'est une enfant qui a grandi, une enfant non désirée, une enfant qui... C'est-à-dire qu'elle n'a pas vécu une enfance heureuse. Il y a eu une différence entre elle et ses frères et sœurs. Et Lucinda s'est formée dans sa tête que, bon, voilà, l'amour n'existe plus. C'est-à-dire pour elle, le mot amour, ça n'existe pas. Et partant de là, elle s'est forgée une carapace et elle s'est dit, bon, moi, puisqu'il n'y a pas d'amour, je n'en donne pas aux autres. C'est-à-dire, moi, je serais un passe-temps pour les hommes, et je serais une amante, mais avec Amos, Amos aussi, il est marié, mais Amos n'a pas trouvé l'amour dans son foyer. Et je pense que c'est un constat, en lisant le livre. Je pense que Amos a vécu il a grandi aussi dans cette famille africaine, classique comme vous le dites, où on ne manifeste pas son amour vers son enfant. C'est difficile. Je vois, j'ai grandi en Afrique, je suis venue ici plus que chose, mais il n'y a pas un papa qui dit en Afrique, par exemple, qui donne des bisous à son enfant, qui approche l'enfant. C'est le papa qui est là, c'est-à-dire la maman, quand elle dit je vais dire à papa, alors chacun voit son point. C'est-à-dire le papa autoritaire, le papa qui est le chef, le papa. Bon, finalement, Amos, il s'est marié parce qu'il était dans le besoin quand il est parti. Mais je pense qu'avec Samia, il n'a pas d'amour pour cette Samia. Mais il a rencontré Lucinda. Et Lucinda, elle, au départ, elle pensait que Amos, c'était un passe-temps. Mais elle s'est rendue plus tard. Elle a commencé à l'aimer. Et quand elle a commencé à l'aimer, bon, bref, elle a commencé à dire la vie que Amos lui donnait, c'était parce qu'elle voulait. C'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre un peu votre écrit. Maintenant, je reviens à la question parce que c'est un constat que j'ai fait. Le titre, ça m'a beaucoup, avant que vous me le dites, ça m'a trottiné dans la tête. Naître, qu'est-ce que vous voulez dire par là, naître? Parce que quand j'ai lu jusqu'à la fin, qu'est-ce que la moitié veut dire par là, naître? Alors, naître, le titre initial, lorsque j'écrivais le texte, c'était En attendant le vol des cygnes. En attendant le vol des cygnes, c'était pour faire référence au conte d'Andersen, le conte du vilain petit canard. Et le conte du vilain petit canard parle justement de l'exclusion familiale. Et dans Naître, il est question justement aussi de la thématique de l'exclusion familiale. Et naître, c'était pour jouer un peu avec l'homonymie du verbe naître.
qui fait référence à la naissance. Parce qu'au départ, quand même, dans ce texte, il est question d'une naissance. Mais d'une naissance pas comme les autres. Il est question d'une naissance qui est occultée, qui n'est pas voulue, qui s'impose comme ça. Donc c'était pour jouer avec l'homonymie du verbe naître. Merci. On va peut-être prendre une petite pause. Oui, c'est ça, s'il y en a une. Moi, ce que j'aimerais dire juste tout à l'heure, c'est que, en fait, en lisant le livre, on se rend compte à la fin qu'il y a des influences, plus ou moins, mais j'imagine que vous pouvez répondre, psychanalytiques. Parce qu'il y a des passages où on voit bien qu'on revient à l'enfance. Comment on psychanalyse, on dit que normalement c'est l'enfance qui va déterminer l'âge adulte. Et quelque part, même on a recommandé les années en banco et dit finalement il va y avoir une sorte de révision des comptes. Ça veut dire que là, je ne sais pas, vous avez fait la psychanalyse ou... Non, je n'ai pas fait de psychanalyse, mais disons que quand on est auteur, la psychologie, l'intériorité des personnages, c'est quand même notre champ d'investigation, c'est notre champ de recherche. Et disons que j'avais besoin de voir comment, ça je l'ai dit au début de mon introduction, comment notre enfance peut déterminer notre vie d'adulte. Et donc, forcément, on fait un peu de psychanalyse, sans le vouloir. Je veux dire, parce que ça c'est le postulat, une des thèses fondamentales de Sigmund Freud, de dire voilà, ce qu'on a vécu dans l'enfance va marquer l'âge adulte, et notamment ce qu'il appelle le complexe de vie, en disant voilà, quand le complexe de vie n'a pas été bien résolu, le complexe qui est plus, grosso modo, où la petite fille désire son père, et où le petit garçon désire sa mère, inconsciemment. Et alors, normalement, pour que on puisse grandir psychologiquement de manière saine, pour la psychanalyse, c'est qu'on doit, en quelque sorte, s'identifier à la personne de même sexe. Donc ça veut dire que la petite fille, je donne le cours de psychologie du développement de l'attitude, c'est pour ça que donc la petite fille doit s'identifier à sa maman pour en quelque sorte conquérir l'amour de sa mère, de son père plutôt, tout comme le petit garçon doit s'identifier à son père pour conquérir l'autre. Alors, je dirais qu'ici on retrouve des éléments qui visent un peu plus ou moins, mais jusqu'à un certain niveau évidemment. Donc voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit, mais c'est peut-être un peu les influences du cours de psychanalyse que vous avez eu. Ah, peut-être, j'ai fait un peu de la psychocritique, peut-être que j'ai gardé comme ça des études sur voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le produit de notre environnement familial, de notre environnement social, et que forcément notre enfance nous accompagne toujours. Et puis il y a des gens qui mettent du temps justement à faire le deuil des blessures de l'enfance. Et c'est le cas de l'héroïne du roman. Maurice, oui, d'accord, je m'excuse. Il y en a plusieurs, maintenant on aura l'occasion de revenir là-dessus. Comment vous prononcez? Mezza? Mezza. Mezza, oui. Elle est attachante, elle est décrite comme une femme. Tout au long du roman, d'ailleurs, j'ai eu l'impression, peut-être à la fin où est-ce que je vois. Oui. Mais est-ce que vous vous êtes inspiré de faits réels? Ce n'est pas vraiment autobiographique, mais il faut quand même partir. Il y a un élément déclencheur forcément dans la vie d'un auteur. Il faut partir de cet élément déclencheur et broder toute l'histoire après. Ça peut ne pas être un élément qui touche à votre vie, parce que vous avez observé dans... Ah oui, je suis une grande observatrice. C'est comme tout romancier, oui. Donc ça part aussi des choses, des faits familiaux que j'ai observés et qui ont influencé forcément mon écriture. Il y a des choses parfois que j'ai écrites et pendant que j'écrivais, je n'avais pas à l'esprit que j'avais vécu vraiment cette scène. C'est seulement après la lecture, quand certains membres de ma famille ont lu, on dit oui, mais on se souvient, Charlie, de cette scène. Par exemple, le personnage Mozart, le nom. C'est le nom de quelqu'un de ma famille maternelle, d'une femme
qui n'a pas le même, comment dire, le même physique que je décris, mais ce nom-là, j'avais besoin de la sonorité, de la musicalité de ce nom pour en faire un personnage dans le roman. Donc c'est vrai que je suis influencée par mon entourage, je suis influencée par ma famille, je suis influencée par ma propre histoire aussi quand j'écris. Et alors quand vous prenez une rue de Pantin pour mettre dans le roman, ça vous a été dans cette rue ou... Parce que cette rue, j'ai visité cette rue, j'ai travaillé dans cette rue. Ah, et j'ai aimé aussi le nom de la rue des 7 arpents. Vous savez, il y a des choses, je me dis, certainement il y a une histoire. Ça ne peut pas s'appeler les 7 arpents pour rien. Il y a une histoire là-dedans. Et moi, je m'intéresse à ces rues, à ces endroits, à ces espaces qui portent forcément une histoire. Et donc oui, je connais cette rue des 7 arpents. Et alors Elvis, il faudrait qu'on parle d'Elvis. Oui. C'est un masculin romantique. Hein? Le playboy. Et voilà, non, qui s'oppose un peu à l'homme africain, peut-être que vous le présentez ici. Un peu, je dirais, même si il a un rôle de... Oui, il a le rôle du malheureux amoureux, en fait. Il aime une femme qui ne l'aime pas. Comme ça arrive à beaucoup d'hommes, je pense. N'est-ce pas? Moi, j'ai aimé ce personnage. Oui, c'est arrivé à beaucoup d'hommes, même à des femmes, d'aimer quelqu'un qui ne ressent pas les mêmes sentiments vis-à-vis de nous. Oui, c'est ce malheureux rôle qu'il a. Bon, on va juste parler et puis après, lui il n'a pas eu le temps de parler, donc, et puis après on arrête, on prend une petite pause, un petit break, et puis après on reprend. Oui? J'avais juste une petite question. Oui. Tantôt on a parlé de la reproduction des schémas, les enfants qui utilisent le comportement ici de leurs parents. Vous avez dit soit on reproduit exactement la même chose, ou soit on se distance légèrement. Il n'y a pas d'autre alternative par rapport à ça? Soit on invente son modèle, mais inventer son modèle, c'est se distancier du modèle parental. Parce que vous avez dit on se distance légèrement. J'avais l'impression que c'est soit on produit la même chose, soit on fait légèrement différent. On est obligé de faire un peu quand même par rapport à ce qu'on a reçu. Parce que notre éducation, c'est pas rien. Nous ne sommes pas des coquilles vides. On est obligé de partir de ce qu'on a reçu pour réinventer quelque chose. C'est-à-dire la distance, c'est pas l'annulation totale de ce qu'on a été de notre histoire, non. On est obligé de prendre même quelques éléments de notre histoire. Aujourd'hui, je cuisine occidentale, mais même en cuisinant occidentale, je mets des épices qui me viennent d'Afrique, je mets du gingembre. Je veux dire que ce qu'on a vécu, on ne peut pas le taire, on ne peut pas l'occulter. C'est quelque chose qu'on porte en nous et c'est quelque chose qui influence notre rapport au monde. Forcément. Et donc dans notre modèle, il y a toujours les racines de l'expérience avant. Tout à fait. Ok. On va juste prendre un petit break. Comme ça, les gens ont le temps de respirer. Et puis alors, on recommence dans 10 minutes. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent aussi. Guillaume, comme je suis le pilote, c'est le rôle qu'on m'a donné. Je vais continuer ce rôle. Maintenant, donc, on connaît la musique, ça veut dire que vous posez des questions, il répond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt ou quelqu'un? Ah, monsieur, allez-y. Michel Sarko. Je veux dire que ça vient du fond de mon cœur. C'est un sentiment qu'il voulait exprimer. Je le sens à la galerie quand j'ai l'occasion de vivre en France la maman africaine porter haut l'étendard de l'Afrique. Et c'est dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est le domaine culturel. Alors, ma question est posée de manière un peu fictive. Je voudrais savoir si vous étiez donné le cadeau
le message qui est dans ce roman est universel. Il s'agit d'exclusion familiale. Et je pense que cette thématique, cette situation ne se vit pas qu'en Afrique. Elle se vit dans tous les coins du monde, dans tous les coins où il y a des contradictions familiales, où il y a des difficultés familiales. Et je pense que, même dans un contexte occidental, oui, je garderai le même contenu. Peut-être que je changerai les noms des personnages. Je mettrai des personnages avec des noms plus occidentalisés, mais je garderai la même trame avec le même contenu. Quelqu'un d'autre? Ah oui, voilà, je me disais. Merci beaucoup. Moi, pratiquement, je n'ai pas de livre, c'était une envie pour moi de venir ici. Je suis très contente de vous entendre partager ce livre. Et j'ai vu comme c'est un éclaircissement pour moi. Parce que, premièrement, je ne pose pas la question. La descente que vous avez partagée, je l'ai évoquée au début. Et puis là, vous parlez des linges sales qu'il y a à la maison. Et des silences. Et aussi, j'ai bien compris, avec pardon, l'histoire que vous avez racontée à la fin, quand la fille elle avait décidé de ne pas se marier. Elle a dit non, elle ne va pas se marier. Et quand elle est tombée amoureuse des non-mariés, il a compris que non, il y a l'amour. On ne peut pas dire que je ne vais pas aimer, mais c'est quelque chose, un désir qui sort au fond de nous. Et après, il était parti à sa mère il est rentré chez la maman pour demander pardon. C'était pour avoir une discussion, pour discuter enfin avec sa mère. Une discussion avec la maman. C'est pour dire qu'elle a fait cette conscience de ce qu'elle a fait prononcer. Et c'est une chose, ça m'a touchée parce que je suis aussi une jeune à la recherche de les jeunes. Nous sommes quand même premièrement à la recherche de nos vocations. Et cette vocation, pour s'engager à cette vocation, il y a toujours des difficultés. Il faut voir ce que je vais faire dans la vie. Je vais me marier, non. Je vais devenir religieuse, non. Attendez, les questions qu'on pose, il y a, on pose pas de questions. Ah, mais je suis en train de apprendre. Il y a des fois, quand nous avons ces idées dans notre tête, parce que nous apprenons ce que vous vivez, vous les parents, il y a des fois. Parce que je ne sais pas, une maman, mais c'était sa mère, si cette fille avait cette idée parce qu'elle avait appris quelque chose de sa mère. Et on doit voir comment la maman, à qui la maman doit partager ses douleurs, et on va voir la personne à qui je partage ce que je vis moi, est-ce que cette personne est capable de supporter mes confidences, mes douleurs. Et quand j'entends parler de ma mère, quelque chose qui est fort, qu'elle a vécu, et à moi, ça va devenir une chose aussi forte. Et j'aurais peur dans la vie pour dire non, voyez, à ma mère c'était comme ça. Alors moi, je ne vais pas me marier même si j'avais ce désir de me marier. Donc, ça sera un problème pour moi et d'affronter les difficultés. Ce poste-là, vous les parents, devant les enfants, j'ai vu qu'il faut quand même contrôler ce que vous pouvez partager aux enfants. Et ce que vous avez dit, les linges, ça, cela va à la maison. Ce n'est pas que vous avez un problème et vous venez disposer ça devant les enfants. Parce que les enfants, on va comprendre ça, on va parler ça bien et ça créera toujours des problèmes psychologiquement intérieurement chez les enfants. Et j'ai vu c'est bien. Pour moi, je suis très contente de ce que vous avez dit. Et je voulais demander encore, parce que je sais pas ce que j'ai compris, si c'est vrai, comment,
le linge sale à la maison et comment garder les silences. Le silence, si quelqu'un a une chose, on ne va pas connaître ce qu'elle est en train de vivre. C'est elle-même qui connaît ce qu'elle est en train de vivre. Mais si la maman, je dis le papa, la maman sait que non, elle est en train de traverser des moments difficiles. Mais si elle ne m'a pas dit, moi, je ne peux pas connaître. Je ne peux pas connaître. Oui. Question maintenant. Alors, moi, je ne sais pas si c'est possible de dire comment laver des linges sales à la maison et comment garder ces silences. Vous aviez dit le silence. Ces silences, comment on peut garder ça? Et moi, peut-être, comment je peux garder ça si je traverse des moments difficiles? Vous parlez du silence de qui? De la mère ou de la fille? De la mère. De la mère. Comment laver le linge sale et garder ce silence? Le silence que la mère garde vis-à-vis de qui? De son mari ou de sa fille? De son enfant. En fait, je vous invite vraiment à terminer la lecture du roman parce que vous allez comprendre pas mal de choses. Comme le disait ma soeur tout à l'heure, quand elle est entrée dans le roman, elle n'a pas voulu poursuivre la lecture parce que dès les premières lignes, il y avait des scènes qui sont décrites qui étaient trop dures et qui ne l'ont pas incité à poursuivre la lecture. Dieu merci, elle a fait quand même, elle a poursuivi la lecture. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette fille-là, Lucinda, le personnage principal, c'est une fille qui n'a pas connu de modèle familial. Mais c'est une fille qui n'a pas connu cette affection, ce cadre familial, papa, maman, frères et sœurs. Et donc c'est une fille qui est en recherche perpétuelle de cet amour. Et c'est pourquoi durant tout le texte, elle se questionne, elle interroge sa mère. C'est pourquoi vous avez vu, il y a le tutoiement. Elle tutoie parce qu'elle se cherche. C'est une fille, quand elle arrive au monde, elle est d'abord laissée chez sa tante. Quelques années après, elle est ramenée dans la maison familiale, mais dans une chambre de bonne, derrière la maison. Et elle partira quelques années plus tard de la chambre de bonne pour aller vivre en France. Donc c'est une fille qui n'a pas connu l'amour familial, qui n'a pas connu l'amour de sa mère. Et si les scènes qui sont décrites par ce qu'elle dit dans le texte vous paraissent dures parce qu'elle est à la quête de cet amour. Parce qu'elle trouve des réponses toutes seules, des réponses que ne lui ont jamais fournies ses parents. Ce sont des réponses qu'elle cherche toute seule jusqu'à ce qu'elle décide enfin, finalement, après son échec avec cette relation avec cet homme marié, elle décide d'aller vers sa mère parce qu'elle a besoin de se guérir de ses propres blessures. Donc son parcours, c'est comme un parcours initiatique qui est jalonné d'obstacles, qui est jalonné d'autres blessures. Et donc, c'est un personnage qu'il ne faut pas condamner. Il ne faut pas condamner sa position. Ceux qui ont lu le texte ont bien compris que, quelle que soit la position que prendrait un personnage, je ne suis pas dans la condamnation. Je relate des faits, je parle des faits. Et puis, progressivement, quand on va dans le texte, on comprend. Les choses se dénouent et on arrive même à entrer en sympathie vis-à-vis de la mère. Parce que la mère, c'est quand même un personnage assez fermé, assez hermétique. Finalement, à la fin, il y a un processus de réconciliation qui est amorcé entre la mère et la fille. Et finalement, on arrive à comprendre la mère. Parce que donc pour les personnes qui ont commencé vraiment la lecture du livre et qui ont voulu renoncer, je vous invite à terminer la lecture du livre et après on en reparle. Voilà. Je m'excuse, mais je dois quand même attirer votre attention sur un fait, c'est que, comme il y a certainement beaucoup de questions, si vous prenez la parole, juste essayez d'être bref.
Je m'excuse. Merci. Moi, c'est justement très bref. Oui. C'est un avis personnel que je vais demander à Charline. On a beaucoup parlé d'amour. Est-ce que, un avis personnel, est-ce que les enfants qui grandissent dans un foyer où l'amour est démontré et vécu se développent mieux que les autres? Se développent mieux que les autres, mais je pense qu'il y a un épanouissement quand même. On sait les reconnaître. Pour les personnes, par exemple, qui travaillent en milieu scolaire, je sais qu'on reconnaît un enfant qui est issu d'une famille où il reçoit tout l'amour dont il a besoin. L'amour, ce n'est pas rien. L'amour fait partie de ce qu'on appelle les nourritures affectives. Et un enfant a besoin de ces nourritures affectives. Mais maintenant, lorsqu'on devient adulte, qu'on ait connu, qu'on ait grandi dans un cadre où on a connu vraiment cet amour ou pas, c'est pas ce qui va influencer notre amour. Forcément, je veux dire que il y a des personnes qui n'ont pas connu de cadre stable, de cadre familial stable, qui sont devenus des adultes très bien. Et il y a d'autres qui ont été plus fragilisés, ça dépend après maintenant de la psychologie, ça dépend du tempérament. Il y a d'autres qui ont été plus fragilisés et qui ont porté ces tares-là, ces blessures jusqu'à leur vie adulte. Mais l'amour, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas une option lorsque on éduque un enfant. Bonjour, je suis Michel. Excusez-moi, je n'ai pas lu le livre. Je l'ai eu très tard. Et j'ai eu aussi la malchance d'arriver aussi en retard. Ce qui fait que ni le résumé, je n'ai pas eu. Et je sais que vous aurez quand même expliqué le titre, la titraille. Naître. Oui. Étant donné que la répétition étant la mère du savoir, certains ne vont pas m'en vouloir de vouloir vous demander de réexpliquer le titre. Ça va être la Primo. deuxième fois. Primo. Primo. Secondo, j'ai souvent une question qui me taraude souvent l'esprit lorsque je prends un livre. Et aujourd'hui, j'ai des doutes. Et les doutes, pourquoi? Parce que je vois le prix. Je vois le prix. Et la date de parution. Et j'aurais aimé poser cette question, mais je n'ai pas envie. Mais quelque chose me pousse à vous poser cette question. Si vous pouvez fermer vos oreilles. J'aimerais savoir si écrit peut permettre à quelqu'un de vous. Autrement dit, est-ce que si aujourd'hui je prends ma plume, je pourrais m'en sortir demain? Non. Il y a la crise économique. Je vais commencer par la deuxième question. Michel a dit tout à l'heure, en présentant un peu ce que je suis, qu'en parallèle, j'étais chef d'entreprise. Ah, je vois pourquoi. Voilà. Je pense que là, vous avez la réponse. Parce que je ne paie pas encore des factures avec ce que la vente des livres me rapporte. Et je pense que nous sommes plusieurs auteurs comme ça, à ne pas vivre de l'écriture. Et pour ne pas prendre le risque, je travaille en parallèle. Mais maintenant, si vous souhaitez écrire, ne démissionnez pas tout de suite. D'accord? Maintenant, par rapport au titre, je disais que j'avais voulu jouer avec l'homonymie du verbe naître. Naître pour faire référence à la naissance. Alors, pourquoi naître? Naître qui dit naissance, parce qu'il est question d'abord d'une naissance dans le roman. Et il est question d'une naissance qui n'est pas voulue, parce que c'est une jeune femme qui arrive au monde par accident. Elle est conçue suite à une relation adultérine. Et donc naître pour dire justement cette naissance qui vient bouleverser les projets d'une maman qui avait lieu à faire que mettre au monde cet enfant. Donc c'était pour jouer avec l'homonymie du verbe naître. Et initialement, le texte initial, quand j'avais commencé l'écriture du roman, c'était en attendant le vol des cygnes. Je ne sais pas si vous connaissez le conteur Andersen qui avait écrit un texte du vilain petit canard. Le vilain petit canard qui parle justement de la thématique de l'exclusion familiale.
Et comme dans ce texte, il est question de l'exclusion familiale, dans le titre c'était En attendant le vol des signes, mais comme j'aime compliquer la vie, je me suis dit c'était trop poétique, En attendant le vol des signes, et trop long aussi. Alors pourquoi pas naître? Et nous, le titre, naître, qui a toujours été aussi au centre de pas mal de débats finalement. Merci. Autre question, Nadège? Bonsoir. Bonsoir. Je suis la lectrice aussi et j'ai eu votre livre hier, je l'ai lu. Merci. Une lectrice, merci. Donc je vais commencer mon propos par Akira Alina, parce que vous avez écrit. Merci. Voilà. Mais j'avais une question, mais j'en ai une deuxième avec l'explication du mot naître. Naître, naissance, c'est N-A-I-T-R-E. Je suis désolée, hein, mais c'est lié à... Et donc ici sur votre livre, c'est N-A-E-T-R-E. Exister. En français, pour moi, c'est ne pas être. Ce n'est pas naissance. Pourquoi ce paradoxe entre naissance et ne pas être, qui est le titre de votre livre, alors que vous m'expliquez qu'il s'agit d'une naissance? Point d'interrogation. Deuxième question. Celui qui aime trop, ou celui qui reproche à l'autre de trop aimer. Oui. Finalement, qui a raison? Dans le texte, je dis, je ne sais pas qui a raison entre celui qui aime trop et celui qui reproche à l'autre de trop aimer. Nous avons tous connu un peu des blessures de cœur, des blessures sentimentales, où on a malmené nos pauvres petits cœurs. Et quand on était dans cette position, on pensait qu'on avait raison, n'est-ce pas? C'est selon la position dans laquelle on se trouve qu'on dira qu'on a raison ou on a tort. Je pense qu'il faut aimer, mais pas trop. Pour mon expérience, il faut aimer, c'est mon avis, il faut aimer à petite dose. Ah bon? 2 enfants, à dose réduite. Oui, à un moment donné, on peut contrôler. On a des phases où on se laisse, on aime avec le corps, avec l'esprit. Et puis à un moment, on a des moments de lucidité, on est calme-toi, joue un peu la dure. Donc de temps en temps, on va alterner entre ces phases-là finalement. Oui, parce que je sais que l'amour c'est beau, c'est vrai, c'est bon, ça fait du bien, mais ça fait mal aussi. Et donc, quand ça fait mal aussi, on va préserver nos cœurs en aimant à petite dose, de temps en temps en étant un peu avare. En laissant les gens aussi nous aider, ça fait du bien. C'est vrai? Oui, on en a besoin. Et donc, par rapport à l'autre question, oui, je sais, on tourne autour de la même question, Michel, finalement. C'est vrai que naître, N-A-I-T-R-E, c'est la naissance. Et le naître ici, N', l'inexistence. C'est l'inexistence, c'est la non-naissance. Et donc, je voulais jouer avec cette homonymie, c'est tout. Et je pense que vous l'avez compris, avec le contenu du texte, que j'aime jouer avec les mots, en fait. J'aime la poésie dans les mots, j'aime la musicalité dans les mots. C'était pour ça. C'est quand on dira à quelqu'un, j'ai lu naître de Charlie Nefa. Celui qui n'a pas le texte sous les yeux, il se dit, naître, oui, c'est quoi? C'est la naissance. Oui, c'est la naissance. Il est question de naissance. Je me suis pas dit ça. Oui. Oui. Je me suis dit, ne pas être, en plus il y a des chaînes, j'ai pensé à tout, j'ai même pensé à l'érotisme, je vais vous dire, parce que c'est rose. Avant de l'ouvrir. Donc non, c'est pas aussi évident que ça. Nadège a une imagination débordante. De l'érotisme là-dedans, voilà. Mais j'aime bien son regard finalement sur le roman. J'aime quand l'histoire du personnage vient rencontrer comme ça un peu l'histoire du lecteur. Merci pour ce retour, Nadège. J'espère que vous n'avez pas fait, vous ne m'avez pas répondu comme ça au niveau de... Ouais. Vous n'avez pas fait la même chose. Vous n'avez pas fait ce paradoxe concernant la rentabilité.
pour m'éloigner de la réalité. Je vous dis bien, par rapport à la rentabilité, c'est mort. Ne rêvez pas trop d'enrichir en écrivant des romans. Écrivez par passion. Par passion. Et puis continuez votre vie professionnelle en parallèle. Passion. Oui. C'est le mot que je retiens. Michel, vous posez beaucoup la question concernant l'enrichissement à partir de l'écriture. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez écrire un livre qui vous rapporte beaucoup, il faut faire comme les Américains, avec ce qu'on appelle les blockbusters. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous écrivez un livre, vous savez ce que Diamond a fait avec son livre dans le secours. Vous en faites une grande publicité, c'est un investissement. Et alors. Il faut déjà avoir les sous pour faire le. Voilà, c'est comme ça. Il faut trouver.